Donc nous avons organisé un événement et nous remercions le PFE pour cette invitation pour parler des coopérations développées par les agences françaises de l'eau autour du monde. Donc pour évoquer ce sujet, nous avons réuni plusieurs intervenants. Donc Madame Zhang Yi de la commission de la AIHE, des ressources en eau de Chine. Sera avec nous également Monsieur Patrick Trémège, qui est membre du conseil d'administration du SIAP. Monsieur Marc Collet, directeur adjoint de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Monsieur Pierre Auger, président de la commission des relations internationales de l'agence de l'eau Adour-Garonne. Monsieur Pellicot, qui préside le comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et Monsieur Atipko, qui est directeur adjoint de l'autorité du bassin de la Volta. Donc, si vous voulez, je vais faire un petit propos introductif pour vous décrire le contexte de cet atelier avant de pouvoir aborder avec nos différents intervenants ce sujet. Donc, je ne vais évidemment pas décrire par le menu ce que sont les agences de l'eau françaises, mais pour nos intervenants extérieurs, nos participants extérieurs, vous vous rappelez donc que nous avons 6 agences de l'eau qui couvrent l'intégralité du territoire français et qui donc ont développé depuis maintenant une dizaine d'années, dans le cadre d'une loi que l'on nomme loi Oudin-Santini, développer des coopérations, puisqu'elles peuvent consacrer jusqu'à 1% de leurs recettes à ces coopérations. Et ce 1% correspond en 2015 à environ 15 millions d'euros qui seront consacrés à ces projets. Et potentiellement, on pourrait atteindre un budget de 20 millions d'euros annuellement pour travailler sur ces projets de coopération décentralisée. Et donc 2 types de projets, ce que l'on appelle des projets de solidarité qui visent essentiellement à développer des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les pays en développement, les pays émergents, et des projets plus institutionnels sur lesquels nous allons un peu plus insister au cours de ce side event. Alors, régulièrement, les agences de l'eau s'appuient sur nous, donc Office international de l'eau. Donc, je suis Alain Bernard, je m'occupe du pôle de gestion intégrée des ressources en eau au sein de l'Office international de l'eau. Et donc nous sommes souvent chargés, pas systématiquement, mais souvent chargés par les agences de coordonner ces projets de coopération. Et vous avez ici une carte qui indique la diversité géographique, je dirais, de ces interventions. Donc si on part de l'ouest vers l'est, nous avons un certain nombre de projets en Amérique latine, divers projets également en Afrique de l'Ouest et centrale. Alors, on a un projet sur le Congo qui vient de se terminer, donc maintenant les projets sont essentiellement Afrique de l'Ouest. Et puis un certain nombre de projets en Chine et en Asie du Sud-Est. Pourquoi ces projets ? Bien souvent, les décideurs politiques, les bénéficiaires dans les bassins voient concrètement les ouvrages, les investissements, les coûts que ça leur représente, mais on a tendance à omettre, à oublier toute cette partie immergée de l'iceberg qui est pourtant fondamentale en termes de gouvernance, en termes de planification, de financement, de gestion intersectorielle, bref, tout ce qui constitue finalement la raison d'être des agences de l'eau en France a tendance à être bien souvent oublié dans les politiques. Et donc, ce que les agences réussissent globalement à faire, qui consiste à gérer de façon intersectorielle, et non plus gérer d'un côté l'industrie, d'un autre côté l'irrigation, d'un autre côté la gestion de l'eau potable, etc. Il faut réussir à passer de cette gestion sectorielle à une gestion intégrée. Sur le papier, c'est relativement simple, mais on se rend compte quand on travaille dans les pays que finalement, c'est quand même un changement culturel, politique important qu'il faut pouvoir accompagner. Un sujet également très important est évidemment la planification. Nous sommes tous au quotidien un peu le nez dans le guidon. Et donc il faut réussir à prendre de la hauteur, à ne pas se dire j'élabore un plan de gestion dans les 6 prochains mois, mais je prends le temps nécessaire à l'élaboration de ce plan de gestion et je me projette à un horizon suffisamment lointain pour que les mesures que j'envisage puissent porter leurs fruits, et si possible avec une cible qui soit sympathique. Et pour terminer, je dirais que malgré tout, il faut rester lucide également sur ce que l'on peut apporter. L'objectif n'est pas de dire attendez, nous Français, allons vous expliquer l'ensemble de ce qu'il faut faire dans votre contexte.
Donc il faut aussi pouvoir rester lucide sur nos propres défauts, pouvoir également faire que nos partenaires apprennent de nos propres difficultés, de nos propres échecs, et eux-mêmes, en retour, bien souvent, nous apportent également une expérience très intéressante dans la mesure où il y a une acuité de problème qui fait que nous n'avons pas toujours la même expérience sur certains sujets spécifiques. Voilà, donc je vais pas être plus long et on va tout de suite faire circuler la parole. Donc Monsieur Collet, donc je rappelle, vous êtes directeur adjoint de l'agence de l'eau Seine-Normandie, a été signé en 2012 au cours du Forum mondial de l'eau de Marseille un accord avec nos partenaires chinois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que devient cet accord et est-ce qu'il est mis en œuvre? Oui, alors bonjour à tous tout d'abord. Donc je suis très heureux d'ailleurs d'avoir une collègue chinoise à côté de moi qui pourra parler un peu plus de ce projet peut-être. Il faut savoir qu'en ce qui concerne donc la Chine, notamment donc le secteur du nord-est de la Chine, un certain nombre de problèmes, je dirais, en matière de quantité d'eau et de qualité d'eau donc se posent. Donc il y a un très fort problème. La population donc augmente, l'industrie est très dynamique, l'agriculture doit nourrir des millions de personnes, et donc il y a une pression très très forte dans ce secteur qui est le secteur de Pékin, de Tianjin. Donc une très forte pression. Donc la Chine étant très dynamique a trouvé des solutions technologiques je dirais très fortes, puisque des grands canaux, des grands aqueducs remontent des fleuves du sud pour alimenter le nord, et le canal, l'aqueduc arrivant à Tianjin va être inauguré sans doute très peu. Il est arrivé à Tianjin. Mais en même temps, il y a eu donc un grand plan qui a été mené en Chine pour réfléchir aux solutions qui pourraient être alternatives. C'est-à-dire on a des choses, on a répondu technologiquement à ce problème d'eau, mais pour le futur, pour avoir un développement durable, c'était de regarder un peu partout sur la planète s'il n'y avait pas des solutions un peu différentes, s'il y avait quelque chose qui marchait. Et le bassin Seine-Normandie, le bassin de la Seine, il faut bien voir que la Seine est un fleuve qui, toute proportion gardée, est quand même a un très faible débit par rapport à la pression également humaine qu'il y a dessus, par rapport à l'industrie qu'il peut avoir en aval dans le couloir, donc à l'aval de Paris, et avec une agriculture en Beauce et en Brie qui est également très intensive. Or, la Seine, depuis une cinquantaine d'années, la qualité de l'eau s'y améliore, et au niveau quantitatif, nous n'avons plus ces assecs comme on aurait pu les avoir. Et on peut même dire, à Paris, il y a 50 ans, il y avait 4 espèces de poissons. Actuellement, on en retrouve 35 espèces de poissons, donc autochtones, on n'a jamais eu ça depuis 2000 ans. Donc, il y avait des accords, souvent des accords techniques avec la Chine. Donc, nos ministres, à chaque fois qu'ils allaient en Chine, ou les ministres chinois qui venaient en France, signaient des accords sur l'environnement. Mais ça ne donnait pas de résultats concrets qu'on n'arrivait pas à avoir. Nous-mêmes, nous étions intéressés quand même pour savoir ce que nos collègues chinois faisaient. Et donc, il y a eu un premier accord donc, en 2010 entre la France et la Chine, et notamment entre l'agence de l'eau Seine-Normandie et la commission du Railray. Mais nous n'avons pas été tout seuls, puisque le syndicat interdépartemental de l'agglomération parisienne et les Grands Lacs de Seine, donc deux grands organismes, sont venus donc également en coopération décentralisée, et que nos partenaires chinois ont mis également dans cet accord, donc la ville de Tianjin et la province du Hebei, qui ont également signé cet accord donc partenarial, où je ne sais pas s'il y a beaucoup il y a eu beaucoup d'accords internationaux avec la Chine qui se font avec le ministère, la province, la ville, et chez nous également, mais voilà, on a réussi à faire quelque chose de très collectif et au niveau gouvernance. C'était simplement parce qu'un des thèmes sur lequel on voulait travailler, c'était la gouvernance, et pour travailler sur la gouvernance, il fallait effectivement qu'on soit plusieurs autour de la table. Alors, il y a eu des discussions.
Nous avons travaillé pendant 1 an à peu près, donc simplement pour se connaître mutuellement, pour savoir comment on procédait dans un pays et comment on procédait dans l'autre. Et donc nous avons eu des échanges techniques et à la fin nous sommes décidés, donc à Marseille, nous avons signé avec le ministre des Ressources en eau d'ailleurs chinois qui est venu à Marseille et qui a signé donc avec 2 de nos ministres, donc qui a signé cet accord pour que qu'on fasse un projet de gestion intégrée de bassin sur un petit, enfin toute proportion gardée, hein, je dis bien, que l'on fasse une expérience pour expliquer un peu comment on procédait et pour qu'éventuellement nos collègues chinois puissent voir un peu comment nous on pouvait travailler sur un petit bassin au niveau gestion intégrée de bassin. Donc nous avons eu des échanges très fructueux, donc qui se poursuivent toujours. Nous avons commencé à faire un état des lieux donc, dans la raillerie. Nous avons commencé à définir des grandes orientations et nous sommes prêts à faire un programme d'action sur l'ensemble du bassin de la Djoue, hein, puisqu'on travaille sur la Djoue, qui est un petit bassin du bassin de la raillerie et qui nous permettra en fait de voir d'une part de faire des échanges techniques entre nos collègues chinois et nous-mêmes qui nous apprennent mutuellement effectivement quelles sont les meilleures méthodes pour les uns et pour les autres de procéder. Voilà. Il faut savoir que le bassin Seine-Normandie par rapport au bassin de la Raillerie a des correspondances puisque la capitale Pékin se trouve dans le bassin de la Raillerie, Paris se trouve dans le bassin de la Seine. Le bassin de la Raillerie est un des 7 bassins chinois, des 7 grands bassins chinois. Nous sommes un des 7 bassins également français. Alors, je dis toute proportion gardée parce que, contrairement à ce qu'il y a sur les petits dessins en haut, le bassin de la Raillerie est beaucoup plus grand que le bassin de la Seine et le nombre d'habitants qui est concerné est beaucoup plus important puisque je crois qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous sur le bassin de la Seine. Mais il y a des correspondances entre nos collègues de la Raillerie et nos collègues et nous-mêmes qui sont donc une commission. Et je trouve que la collaboration est absolument excellente entre nos amis chinois et nous-mêmes. Très bien, merci. Il est vrai que sur ce bassin, il y a des problèmes assez importants d'hydromorphologie, des problèmes de pollution, et que donc dans cet accord sont associés aux côtés de l'Agence de l'eau également les Grands Lacs de Seine et le SIAP. Monsieur Trémèche, donc le SIAP s'est associé à ce projet à partir de 2012. L'un des objectifs initiaux était également de pouvoir décliner un draft de programme de mesure ou de l'équivalent d'un SAGE. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur les avancées sur ce sujet ? Avant de rentrer dans le détail, en fait, on a signé l'accord, comme le disait l'orateur précédent, en 2010. Quand on travaille dans le cadre d'une coopération comme celle-ci, la difficulté étant de mesurer, de mieux connaître les interlocuteurs que nous avons avec nous. Ça, c'est le point essentiel de toute espèce de coopération. Il y a une différence d'approche philosophique, différence d'approche géologique, géographique, culturelle, et nous avons mis à profit ces 2 dernières années pour justement bien mesurer comment est-ce que nos amis chinois fonctionnaient, comment nous pouvions nous intégrer dans le cadre d'une réflexion. Partant de là, l'approche par bassin versant a été rapidement prise en compte. On est sorti en réalité de la périphérie à proprement parler du réservoir pour intégrer tout le bassin d'alimentation du dit réservoir. Ce faisant, les frontières administratives auxquelles au départ nous étions confrontés, à savoir celles de la municipalité de Tianjin, ont dépassé pour entrer plus amont, plus en avant dans le cadre de la province de Hebei. Voilà en tout cas la première approche que nous avons eue sur les premiers pas de la coopération que nous avons eue avec les Chinois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que représente, quel est l'intérêt finalement d'une coopération institutionnelle pour le SIAP ou pour l'ensemble des partenaires ? L'intérêt, si vous voulez,
il est essentiel. Le SIAP travaille en coopération avec 26 pays à peu près. Et dans chacun de ces pays, nous apprenons autant qu'ils apprennent. La coopération, c'est essentiellement un échange. Dans le cadre de la coopération que nous avons avec la Chine, on a évidemment à apprendre de ce que la Chine sait de la problématique de l'eau et des problèmes auxquels ils sont confrontés. Donc c'est absolument essentiel. D'où ce que je vous disais à l'entame, c'est qu'il faut bien connaître nos partenaires pour mieux mesurer les mesures que l'on peut prendre ensemble. Le cas n'est pas le même pour la Chine ou pour Haïti ou pour Cuba. Il n'en reste pas moins qu'à chaque fois, une coopération est particulière. Merci. Madame, donc nous parlons de la Chine, mais nous avons la chance de vous compter parmi nous, donc je pense qu'il est important que vous puissiez nous donner votre propre perception de ce projet en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Quels sont les enseignements jusqu'à présent de cette coopération? Okay, thank you. I'm Zhang Yi from Hai River Water Conservancy Commission of the Ministry of Water Resources of China. I'm very pleased and honored to join this meeting. Firstly, on behalf of Hai River Water Conservancy Commission, I would like to extend my sincere thanks to our French agencies and experts for their hard work and their fruitful results for Sino-French Hai River Basin Integrated Water Resources Management Project. During the first phase and the second phase of Sino-French Cooperation Project, nearly 300 participants received their training from French experts. Through the training, Chinese staff learned advanced experience of basin integrated water resources management in France and studied European Water Framework Directive, pollution prevention, control and management system, and urban wastewater treatment, etc., which provided a reference and assistance to promote the most strict water resources management system in Hai River Basin, and the training and technical guidance provided many times by French experts. Diagnosis report of the plan for exploring water resources and aquatic ecology in the river basin has been finished. Based on this diagnosis report, many management measures and actions program for protecting water resources and restoring aquatic ecology of the river basin will be put forward, and management plan report will be completed at the end of this year. Through technical consultation, modern introduction and development, French experts assist Chinese technicians to implement the Ministry of Science and Technology project. A study on key technologies for drinking water sources protection and ecological restoration, which will play an important role in protecting the drinking water sources of Tianjin City. In the next few years, Chinese and French sides will continue to join hands and work together to carry out the third phase of the cooperation project and to contribute their efforts for improving the water resources management and social and economic development in both China and France. Thank you. Thank you very much. We'll stay a little bit more in China. On reste encore quelque peu en Chine. Marc Collet, peut-être. Comment voyez-vous les perspectives actuelles de coopération avec nos collègues chinois? En ce qui concerne la coopération, donc elle se poursuit puisque nous sommes, je dirais, nos amis chinois trouvent intéressant cette collaboration, donc on poursuit puisque l'idée c'était quand même que
cette idée un peu nouvelle de mettre tout le monde autour d'une table et de travailler notamment sur toutes les méthodes un peu douces plutôt que des méthodes technologiques poussées comme on faisait, donc fait son chemin. Et je dois dire que les chercheurs chinois, même comme les autorités chinoises, sont quand même sensibles je dirais, à cette méthode, cette façon de faire, qui est un peu différente de ce que l'on avait l'habitude de faire même chez nous à un moment, donc de prendre en compte ces choses. Donc nous-mêmes, là, on apprend des choses, donc on va poursuivre.